Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va traiter le sujet comment optimiser votre site web pour le référencement. Comme on dit dans le jargon, optimisation on-page. On-page pourquoi? Parce qu'on va se concentrer uniquement sur votre site et on va pas toucher à tout ce qui tourne autour pour le moment. Je ferai une autre vidéo spécifiquement là-dessus parce que le off-page, toutes les techniques pour faire des liens vers votre site web, c'est ce qui reste encore aujourd'hui le critère principal de classement dans les moteurs de recherche. Mais il vous faut une fondation, il faut quelque chose de solide à la base, et ça passe par une optimisation parfaite de votre site web. Au sommaire aujourd'hui, donc on va commencer par quelques concepts généraux, pour ensuite parler des silos. Alors le silo, c'est une technique de construction de site web qui est extrêmement importante, qui vous permet de maximiser en fait l'optimisation et la relation sémantique entre les différentes parties de votre site. Ensuite, on parlera des noms de domaine, des URL, qui sont deux choses très liées, pour ensuite atterrir dans le cœur du sujet, les titres de page, métadescription, les balises H, votre contenu texte, l'optimisation de vos images, puis les liens internes qui entrent en relation directe avec ce qu'on dira sur la partie sur les silos, les liens externes, pour terminer avec les données structurées, puis les iframes en tout genre et flux RSS. Voilà ce qui est au programme. On a pas mal de choses à traiter, donc on y va directement. Alors, pour débuter, avant de faire quoi que ce soit, tout commence par un travail d'audit des mots-clés, donc une recherche approfondie des mots-clés que vous allez cibler, et par une étude de la concurrence. Parce que de la concurrence, on peut apprendre pas mal de choses, notamment en étudiant le top 5, on peut savoir comment les concurrents ont construit leur site web, quels sont les mots-clés qu'ils ciblent particulièrement, et ça peut donner déjà pas mal de pistes. Euh, il est extrêmement important, avant de commencer, de faire un plan de votre site. Sur papier, sur Excel, sur PowerPoint, peu importe, il vous faut un plan, vous sachiez dès le départ où vous allez, quelle page va parler de quoi, quelle page va cibler quel mot-clé, et quelle catégorie de site va cibler quelle entité sémantique. Euh, alors, également, quelque chose qui est très important, je vais vous présenter en fait au fur et à mesure, point par point, les différentes étapes pour optimiser votre site web. Simplement, il ne faut pas optimiser chacun de ces points comme si, enfin, de façon ultra optimisée. Parce que le défaut de faire ça, c'est que vous allez vous retrouver avec un site qui va être suroptimisé, tout simplement. Donc ça peut conduire à certaines pénalités. Donc il est extrêmement important de considérer l'optimisation comme un ensemble et de concevoir les éléments en fonction de ça. Euh, En réalité, il faut vraiment tirer sur la corde pour être pénalisé avec de la suroptimisation, mais si on optimise vraiment tout comme il faut, on peut y arriver assez rapidement, donc c'est quelque chose à garder en tête. Le trio gagnant, les trois critères que Google lit en premier pour déterminer si la page est optimisée pour tel ou tel mot-clé, c'est l'URL, le titre de page et la balise achat. C'est en fonction de ces trois mots-clés, notamment c'est avec ces trois éléments qu'il faut surveiller pour éviter la suroptimisation et pas se prendre un panda dans la figure. Alors, le concept de silo, donc ça c'est extrêmement important. Donc, je vous ai fait un petit schéma, c'est un petit peu archaïque, hein, mais l'idée c'est de comprendre comment ça fonctionne. Donc, notre silo là, c'est ce qui est représenté par ce cercle noir. En fait, un silo, ça va vous permettre, grâce à une structure, de segmenter votre site et de faire que les pages à l'intérieur de ce silo communiquent entre elles et elles se renforcent les unes les autres. C'est également extrêmement important de le prévoir dès le début parce que ça va nous permettre de concevoir nos URL en fonction de ce qu'on aura établi avec ces silos. Euh, et également, ça va nous permettre de faire circuler ce qu'on appelle le jus en référencement. Donc, à chaque fois qu'on va envoyer un lien, donc les liens, c'est ce on détaillera tout ça dans une prochaine vidéo sur le off-page, mais à chaque fois qu'on enverra un lien vers l'une de ces pages, l'une des pages de notre silo, grâce à la façon dont est construit le silo, on va pouvoir en fait augmenter la puissance de l'ensemble de ces pages. Ça permet d'optimiser vraiment au maximum la circulation du jus, ce qu'on appelle le jus euh, de référencement. Alors, donc là, vous voyez, on a deux catégories qui sont subdivisées en sous-catégories pour ensuite avoir les produits. Donc,
au niveau de comment les éléments communiquent entre eux. Il faut éviter, lorsque vous êtes au niveau inférieur d'un silo, de faire des liens vers les pages d'un silo qui ne leur appartient pas. Donc là, vous voyez, mes sous-catégories, elles font des liens entre elles. Elles font des liens vers la catégorie qui est au-dessus, mais une sous-catégorie de ce silo-là ne va pas faire de lien vers la catégorie numéro 2, par exemple. Au niveau, alors là, on est sur une structure à trois niveaux. On a la catégorie, la sous-catégorie et les produits. C'est un exemple d'un site e-commerce, mais c'est valable pour le local, c'est valable pour tout ce qui est site d'affiliation, etc. C'est valable partout. Euh, L'objectif, encore une fois, c'est de garder la même relation sémantique à l'intérieur. On va s'en servir également pour construire les URL, on va y revenir tout à l'heure. Et on va également se servir de cette structure pour, lorsqu'on va publier des articles sur notre blog, euh, comme la structure sera déjà établie de silo, on va pouvoir aller greffer des articles en bout d'URL pour toujours renforcer cette structure globale. J'y reviendrai au fur et à mesure sur le silo, mais l'idée c'est que vous ayez une visualisation du silo, que vous compreniez à quoi ça sert, parce que c'est vraiment essentiel dans le travail de préparation en fait, de création d'un site web. Alors, le nom de domaine. Aux yeux de Google, le nom de domaine, il est extrêmement important tout simplement parce que c'est une prise de position qui est définitive. Lorsque vous enregistrez un nom de domaine et que vous hébergez votre site dessus, vous pourrez peut-être changer de nom de domaine par la suite, mais c'est quand même une opération qui est assez rare, qui est complexe à mettre en place pour vraiment garder toutes les positions. Donc Google estime que un nom de domaine est une valeur sûre dans le sens où c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir être changé, qui ne va pas pouvoir être modifié par la suite en fonction des améliorations qu'on va faire sur le référencement. C'est également votre nom de marque, le nom de domaine. Donc c'est extrêmement important de statuer là-dessus dès le début. Alors après, on peut y inclure des mots-clés ou non, donc ça je vais détailler ça tout de suite. Donc, on a plusieurs types de noms de domaine. Ceux qui font plus parler d'eux, notamment en ce moment, c'est les EMD, ce qu'on appelle Exact Match Domain. Donc là, mon exemple, c'est plombierparis.fr. C'est un nom de domaine qui va cibler un mot-clé en particulier, et c'est pour ça qu'on l'appelle Exact Match. Il y a beaucoup de parlotte à ce sujet, hein, très honnêtement. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les EMD fonctionnent toujours très bien et il y a peu de chances que ça change, tout simplement parce que, comme je disais juste avant, aux yeux de Google, lorsque quelqu'un crée un nom de domaine qui s'appelle Plombier Paris, cette personne, elle ne veut qu'une chose, c'est être positionnée sur Plombier Paris. C'est-à-dire qu'elle va faire du contenu uniquement autour de ce mot-clé-là. Donc, pourquoi Google, qui veut fournir le contenu le plus en rapport possible avec une recherche, ne prendrait pas en compte cet effet-là. Alors ils sont également dangereux parce qu'on peut rapidement arriver à un phénomène de suroptimisation, justement, je vous en parlais avant. Euh, Lorsque vous avez déjà des mots-clés dans un nom de domaine, notamment pour toute la partie off-page, qu'on va pas trop détailler dans cette vidéo, mais à chaque fois que vous allez faire un lien vers votre site web, par exemple si vous faites un lien juste avec votre URL, vous aurez des mots-clés dans cette URL. Donc ça va participer en fait à la suroptimisation. Donc il faut faire extrêmement attention avec ces noms de domaine. Mais s'ils sont bien gérés, que la structure est bien pensée et que la stratégie de netlinking et toute la stratégie off-page est bien pensée, c'est une technique qui fonctionne encore très 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 bien aujourd'hui. Par contre, le désavantage, c'est que vous vous cantonnez à un seul mot-clé. Là où, on arrive à l'étape suivante, les PMD, donc les Partial Match Domain, auront la possibilité de cibler plus de mots-clés. Donc là, dans mon exemple, j'ai fait bob-plombier.fr, Bob le plombier. Vous allez voir, j'utilise beaucoup cet exemple, hein, donc il faut vous habituer. Bob le plombier, lui, il a un mot-clé dedans, plombier, donc ça, c'est sûr que c'est fixé, mais par contre, euh, on n'indique pas Paris, donc potentiellement Bob le plombier, il va pouvoir aller cibler d'autres villes, il va pouvoir cibler des régions, il va pouvoir, en fait, il a une plus forte marge de manœuvre quant au ciblage de mots-clés qui va attaquer. Donc aujourd'hui, on a quand même tendance enfin, personnellement, en tout cas moi, j'ai plutôt tendance à donner la priorité au PMD
parce que ça nous permet justement d'attaquer plus de mots-clés et dans le cadre d'un site qu'on souhaite faire évoluer et faire grossir le plus possible, un EMD suffira pas parce qu'on est quand même assez cantonné, mais encore une fois, c'est très efficace lorsqu'on cherche une seule requête en particulier. Concernant les extensions, .com, .fr, .paris, etc. Bon, encore une fois, il y a pas mal de blabla là-dessus hein, en ce moment. La vérité, c'est que ce soit un .com, un .fr, un .net ou un .org, on peut les référencer de la même façon. Toutes les nouvelles extensions, .paris, il y a un peu de tout, hein, il y a des noms de professions, etc. Ça n'apporte pas vraiment de bénéfices en termes de référencement. Moi, je suis un adepte en bon français du .fr. Ça fonctionne très bien, ça donne la géolocalisation à Google. Voilà. Après, libre à chacun de choisir, mais ça a vraiment très peu d'impact, en tout cas sur le référencement. Les sous-domaines, alors ça par contre, ça a un impact direct, parce que on peut y ajouter des mots-clés. Alors il n'y a pas beaucoup de gens qui ont forcément conscience de ça, mais la norme c'est de mettre www.ledomaine.fr. Il faut savoir que www c'est un sous-domaine. Donc on peut très bien avoir son site sans sous-domaine. Par exemple, Local Company, c'est localcompagnie.fr. J'ai pas mis les 3 W dedans. Et on peut jouer avec ça en ajoutant des mots-clés dans cette partie sous-domaine. Donc là, on peut mettre Paris. Donc là, clairement, on aura le site qui sera hébergé là-dessus sera orienté autour de Paris. Mais aussi, on peut mettre une région, par exemple, comme Alsace. Un exemple frappant de gens qui utilisent ces techniques, c'est les gens de Oureka, anciennement Comprendre Choisir, qui ont en fait des sites hébergés sur chacun des sous-domaines qui sont spécialisés dans une activité. Donc vous avez électricité.oureka.fr, je sais pas moi, mode.oureka.fr, n'importe quoi, mais vous comprenez l'idée. Ça permet en fait d'augmenter, ça permet d'associer un nom de marque qui n'est associé à aucun mot-clé avec un mot-clé. C'est une sorte de partial match domain, mais enfin, construit autour de sous-domaines. Donc ça, on peut vraiment faire des choses sympas avec les sous-domaines. Ça permet vraiment de donner un bon coup de boost dans le référencement. Euh, alors, je vais terminer en disant que le choix du nom de domaine, ça a un impact direct sur l'optimisation globale des URL. Parce que votre nom de domaine fait partie de votre URL. Donc, euh, il faut prendre ça en compte dès le départ lorsque vous allez créer votre site web. Et ça va également impacter sur le choix des encres qu'on va utiliser quand on va commencer à créer des backlinks, hein, des liens qui vont pointer vers votre site. Ça, on en parlera plus tard, mais tout ça a un impact, il faut bien le prendre en compte dès le début et faire son choix de façon réfléchie en sachant dès le départ où on va. Les URL. Alors, encore une fois, la structure de vos URL, elle va dépendre directement du plan initial et des choix qu'on aura fait concernant les silos du site. Il faut absolument identifier les pages principales, avec les volumes de recherche les plus importants, et les pages secondaires, qui vont cibler des mots-clés un peu plus longue traîne, ou des mots-clés différents avec moins de volume de recherche. La règle générale pour les URL, c'est de ne pas répéter plus de 2 fois un mot-clé. Je dis 2 parce que c'est toléré, enfin voilà, ça arrive très fréquemment qu'on ait 2 fois un mot-clé répété. Par contre, lorsqu'on a une troisième fois le mot-clé répété, là on est clairement sur de la suroptimisation. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas forcément, mais on est sur de la suroptimisation. Dans l'idéal, voilà, faut qu'il y ait une seule fois votre mot-clé, ça suffit largement. Ça suffit largement. Alors oui, ça dépend aussi de votre niche. L'étude concurrentielle vous le dira, de toute façon, il y a des niches dans lesquelles, notamment plomberie, serrurerie et tout ce qui est concurrentiel, en fait, en général, vous avez généralement 2 fois le mot-clé qui est répété dans l'URL, une fois dans le domaine et une fois sur la page, par exemple. Et puis il y a d'autres niches où c'est pas du tout répété. Donc là, il faut vraiment s'adapter à la niche, faire une bonne étude concurrentielle, ça va vous permettre de vous orienter par rapport à votre travail. C'est des remarques qui sont assez générales, mais dans la pratique, ce qui vous donne les vraies réponses, c'est étudier ce que font vos concurrents et comment est segmenté votre marché.
Il faut penser à inclure aussi les futurs articles du blog dans la structure des URL. Donc, pour expliquer tout ça, je vous montre les exemples. Donc, pour on cherche à se positionner sur Plombier Paris. Donc notre ami Bob le plombier, il va créer une page bob-plombier.fr/Paris. Donc ça c'est notre page principale. Ensuite la page secondaire, on va cette fois-ci chercher à toucher les gens qui font une recherche concernant la recherche de fuite d'eau. Donc là, bobplombier.fr/Paris/recherche de fuite. Donc là, dans le silo, Paris étant la page de catégorie principale, et la sous-catégorie, c'est recherche de fuite. On va avoir chauffe-eau, etc., etc. Maintenant, on veut booster non pas la page Paris, mais la page recherche de fuite. Donc on va écrire un article sur le blog qui va parler par exemple de techniques pour rechercher une fuite. Et donc là, vous voyez l'URL. On a rajouté encore une étape, un niveau dans la structure d'URL. L'objectif étant de booster recherche de fuite et non pas Paris. Même si indirectement, ça va renforcer le silo global et ça va booster également la page Paris. Après, je vous ai remis un autre exemple avec le tarif. C'est vraiment le même principe. L'objectif étant de renforcer ça au maximum, sachant que lorsque vous avez ce type de structure, quand on ajoute avec ça ce que j'appelle les réseaux de syndication, j'en parlerai dans la vidéo concernant le off-page, c'est extrêmement puissant pour renforcer la puissance globale d'un silo. Le titre de page. Donc, alors le titre de page, je vous disais, ça fait partie du trio gagnant. Extrêmement important. Les choses à savoir concernant le titre de page. Les mots-clés importants doivent être à gauche. Plus le mot-clé est à gauche, plus il est important. De gauche à droite. Bon, concernant la longueur, c'est environ 70 caractères hein, pour la partie visible. Après, il faut bien savoir que Google prend en compte l'intégralité de votre titre, quelle que soit sa longueur. Donc, on peut faire quelques tricks hein, et quelques astuces et mettre des mots-clés plus loin, en fait, hors du champ de vision, au-delà des 70 caractères, en fait. Donc, ce ne sera pas vu par les internautes, mais ce sera lu par les moteurs de recherche. Donc, il faut inclure des mots-clés qui sont connexes, mais il ne faut pas sortir du mot-clé principal. Donc il ne faut pas changer en fait le thème sémantique de la page en parlant de choses qui sont certes en rapport, mais qui ne sont pas en rapport vraiment direct avec le mot-clé principal. L'exemple le plus parlant, la première phrase, plombier Paris, donc on cherche toujours à se positionner sur plombier Paris, hein. Plombier Paris-dépannage de plomberie 24 heures et 7 jours, ça c'est ok, parce que le dépannage et la plomberie, on est vraiment sur le même domaine. Plomberie, enfin plombier et plomberie, c'est des mots-clés qui sont vraiment synonymes. Donc là, on reste dans la même sémantique. Là, c'est OK. Par contre, si à la place je mets recherche de fuite, là, on dilue la thématique de la page. Parce que c'est quasiment impossible de positionner une page sur plombier Paris et sur recherche de fuite Paris, par exemple. Il faut deux pages différentes pour ça. Donc ça, c'est le genre de pratique qu'il ne faut pas faire. Encore une fois, il faut appliquer ces exemples à votre cas, mais il faut vraiment attention à ne pas trop sortir du mot-clé principal. Bien sûr, l'idéal c'est de faire un audit de la concurrence, hein, encore une fois. Vous regardez ce qui fonctionne, vous n'hésitez pas à copier les trois premiers, hein, ceux qui sont dans le top 3, voire à suroptimiser dans un premier temps. L'objectif, c'est que tant qu'on n'est pas en première page, de toute façon, ça a assez peu d'importance. Il vaut mieux copier exactement le titre d'un concurrent et du coup savoir qu'il est optimisé jusqu'à ce qu'on arrive en première page et là on peut se démarquer après en changeant le titre. Donc voilà pour le titre de page. Ah non, j'ai oublié. Attention au phénomène de dilution également, notamment pour les mots-clés ultra concurrentiels. Donc là, je vous expliquais juste avant que il fallait parler voilà, il fallait rajouter quelques mots-clés pour rattraper de la longue traîne, hein, quelques recherches supplémentaires. C'est pas forcément valable pour les mots-clés qui sont ultra concurrentiels. Pour ce type de mots-clés, moins on a de mots-clés dans le title, mieux c'est. Parce que plus d'importance va être associée à chacun de ces mots-clés.
Donc ça, c'est à prendre en compte. Dans certains cas, pour certains mots-clés, il vaut mieux avoir uniquement le mot-clé dans le title et rien d'autre pour pouvoir se positionner. Encore une fois, étude de la concurrence, audit de la concurrence. Vous le saurez en regardant de quoi est constituée la première page, c'est comme ça que vous pourrez vous positionner. Et pour terminer, attention à ne pas avoir plusieurs pages avec le même title. Là, forcément, sinon Google va être confus, c'est vraiment très mauvais. Il faut que chaque page ait son propre title, un title unique qui cible un mot-clé différent. La métadescription. Donc, alors, elle a une importance indirecte sur le SEO, tout simplement parce que c'est pas pris en compte directement dans l'algorithme de Google. Par contre, le texte il est pris en compte dans le contenu global de la page. Donc c'est comme si vous écriviez un petit pavé de texte supplémentaire, hein, enfin quelques lignes supplémentaires, et ça donc permet d'ajouter quelques mots-clés longue traîne. Surtout, ce qui est important, c'est que ça permet d'ajouter des call to action, donc un numéro de téléphone, une incitation au clic, etc. Qui dit call to action dit plus de gens qui vont cliquer, donc un meilleur CTR, meilleur taux de clic, et donc une augmentation du positionnement. Ça c'est prouvé à de nombreuses reprises, hein. Un meilleur taux de clic est égal à un meilleur positionnement. Également, inclure des mots-clés dans la métadescription, ça permet d'afficher des mots-clés en gras dans les résultats de Google. Donc, encore une fois, le résultat va plus sauter aux yeux des internautes, donc plus de clics, et donc meilleur positionnement. Il faut donc concilier l'optimisation avec des mots-clés et un message marketing. Sachant qu'il vaut mieux quand même favoriser le message marketing aux mots-clés, mais l'idéal c'est d'avoir les deux. Généralement, on commence par une phrase assez optimisée pour le référencement, et puis on fait une seconde phrase plus marketing, avec un call to action à la fin. Petite astuce, on peut ajouter des émoticônes, donc un téléphone, des étoiles, des flèches, etc. dans la métadescription. Donc ça c'est extrêmement puissant comme technique, hein. On peut vraiment ajouter le petit icône du téléphone avec le numéro de téléphone derrière. Donc ça c'est vraiment ce genre de choses qui permettent de générer des appels supplémentaires. C'est assez puissant, notamment en local. La fameuse balise H. Donc, on est encore dans le trio gagnant. La balise H1, c'est un des principaux critères de l'optimisation on-page. Généralement, votre balise H1 elle va reprendre votre titre de page, mais en changeant quelques éléments. Les balises H2 et H3, elles servent plutôt à introduire des mots-clés plus longue traîne, qui sont en rapport, mais pas en rapport direct. Un petit peu avec ce que je vous expliquais concernant l'optimisation du titre de page. On a rarement besoin d'aller au-delà du H3, c'est vraiment rarement nécessaire. Et en règle générale, il faut utiliser ces balises pour un peu diluer l'optimisation globale de la page. Tout au début de la vidéo, je vous parlais d'un risque de suroptimisation. Les balises H2 et H3 vous permettent justement de diluer un peu tout ça. Parce qu'il vaut mieux, voilà, il vaut mieux utiliser un langage parlé pour ces balises H2, H3. La priorité, enfin même H1 d'ailleurs, parce que la priorité à l'optimisation, elle va pour l'URL et le titre de page. C'est deux choses là où vous pouvez vraiment forcer sur l'optimisation. C'est extrêmement important. Après, tout ce qui est balise H, on peut justement être un peu plus flexible et désoptimiser un petit peu la page. Il faut bien sûr respecter l'ordre des balises, hein. On met une balise H1, ensuite une balise H2, et entre deux balises H2, on met des balises H3. Voilà, c'est comme ça que ça se construit. Ne pas mettre plusieurs balises H1, ça fait que ajouter de la confusion aux yeux de Google, ça a vraiment aucun intérêt, hein. Un exemple de balise H1, par exemple, le meilleur plombier à Paris pour un dépannage en urgence. Donc ça, on est vraiment sur de la longue traîne et ça permet de diluer un peu l'optimisation qu'on aura faite avec le title et l'URL de la page. Quelques exemples encore de balises H. Donc H1, par exemple, le meilleur artisan plombier à Paris. H2, un dépannage à Paris rapide en 30 minutes. Entre chaque balise, on a bien sûr un texte, hein, d'une dizaine de lignes, par exemple. Intervention en urgence à Paris 7 jours sur 7. Encore un H2, nos services de plomberie à Paris. Et par exemple, en H3, on va attaquer d'autres mots-clés qui sont en relation avec débouchage de canalisation, recherche de fuite, etc., etc. Je vais en reparler tout à l'heure
dans les liens internes qu'on a créés dans le site, mais ces sous-paragraphes vont nous permettre aussi de faire des liens justement vers nos sous-catégories. Dans certains cas, la répétition de paris, donc je parle de cet exemple en particulier, la répétition de paris dans les balises, ça va être trop optimisé pour la page. Encore une fois, ça dépend vraiment de chaque cas, de la niche, de la densité de mots-clés dans le texte, de l'optimisation de tous les autres critères du référencement on-page, et ça va même dépendre également de votre optimisation off-page. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. La majeure partie du temps, je commence par mettre du pari à tout va. Enfin, je dis Paris, ça peut être une autre ville, hein, bien sûr. Et une fois que j'arrive en seconde page, je désoptimise. Comme ça permet de grimper rapidement dans les positionnements. Et puis, généralement, lorsque vous restez bloqué un petit peu trop longtemps en seconde page, c'est qu'il y a un problème de suroptimisation. Le contenu texte. Donc, bon, c'est des indications globales, mais longueur minimale pour du local, par exemple. 750 mots pour les pages principales, 500 pour les pages secondaires. Vous voulez aller plus rapidement, avoir des rankings plus faciles, vous doublez ces chiffres, donc 1500 et 1000. Pour un mot-clé national, je recommande entre 1500 et 3000 mots pour une page principale et 1000 à 2000 mots pour les pages secondaires. Je sais que ça fait beaucoup de contenu, mais aux yeux de Google, c'est vraiment un facteur déterminant. Il vaut mieux avoir voilà, une page où, par exemple d'un site e-commerce, où en dessous des produits, vous aurez un gros pâté de texte. Il vaut mieux avoir ce pâté de texte et être référencé que de ne pas avoir de texte et ne pas être visible. Au niveau de la densité des mots-clés, donc là, il faut respecter différentes concentrations en fonction de la longueur de votre mot-clé. S'il y a un seul mot dans votre mot-clé, vous pouvez aller jusqu'à 2%. Avec deux mots, 1%. Et avec trois mots, 0,5%. Encore une fois, ce sont des indications générales. C'est pas des indications à suivre à la lettre, mais c'est pour vous donner une idée, pour justement savoir si vous avez mis trop de mots-clés dans votre page ou pas assez. Voilà, ça vous permet de juger un petit peu ça. Utilisez des phrases en gras, des phrases en italique et des phrases soulignées. Donc ça, c'est hyper important parce que ça augmente en fait la richesse de votre page. Quand vous avez uniquement du texte sans rien, la page est relativement faible en termes de richesse aux yeux de Google, aux yeux de l'algorithme. Rien que le fait de mettre, voilà, dans chaque paragraphe, vous mettez une phrase en gras et une phrase en italique, ou une phrase en gras et une phrase soulignée, par exemple. Et vous faites ça pour chaque paragraphe, ça va énormément améliorer ce critère de richesse. On ne met pas uniquement les mots-clés, bien sûr, en gras, en italique, en souligné, hein. On met la phrase entière ou un groupe de mots. C'est beaucoup plus naturel et Google, voilà, il est plus débile, hein, maintenant, il sait comment trier ça. Pour terminer, en dehors des balises H qui peuvent être écrites de façon optimisée, sinon il faut écrire naturellement, il faut mettre tous les accords, voilà, essayer de vraiment d'écrire comme si vous parliez. Plus besoin de couper les mots de liaison pour faire de la suroptimisation et avoir le mot-clé 10 fois dans le texte, etc. Ça marche vraiment plus comme ça en tout cas. Ok, on passe aux images. Donc, ça commence par optimiser le titre du fichier image sur votre PC directement. Je ne parle pas de ce que vous uploadez en ligne. Lorsque vous uploadez l'image, par exemple, si je veux uploader une image pour Bob le plombier, je vais l'appeler Plombier Paris, le fichier sur mon ordinateur. Et c'est ça que je vais uploader en ligne. Il faut également, avant de l'uploader, ajouter des méta tags. Donc ça, pour faire ça, vous faites un clic droit, allez dans Propriétés, puis dans Détails, et vous allez voir, vous avez pas mal de critères que vous pouvez remplir. Vous pouvez mettre des mots-clés, vous pouvez mettre une note, vous pouvez mettre un titre, un sous-titre, indiquer qui a réalisé cette image, etc., etc. Il y a pas mal de petits tricks à faire là-dessus. Je ne vais pas les partager directement dans cette vidéo, hein. Je vous invite à vous inscrire sur ma newsletter et à rejoindre la page Facebook. C'est là-dessus que je donnerai ce genre de petits détails. Mais voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire sur l'optimisation des méta-tags sur les images. On peut également géotaguer l'image, c'est hyper important pour le local notamment. Donc ça, il y a pas mal de logiciels pour géotaguer une image. Une fois qu'elle est géotaguée, une fois que vous l'uploadez, elle va conserver ses géotags, Google va être capable de les lire. Donc ça renforce énormément la localisation en fait de votre site dans l'espace. Il faut ajouter bien sûr un titre d'image et un attribut alt. Voire une légende si ça ne nuit pas trop au design de votre page.
Je recommande d'ajouter une image par balise H. Voilà, c'est simple comme règle. Comme ça, vous avez une image optimisée par balise H. Et il faut que l'image soit optimisée pour la longue traîne de cette section du texte. Donc si vous avez une balise H qui parle de recherche de fuite, il faut que cette image soit optimisée pour la longue traîne du mot-clé recherche de fuite. Une petite astuce, lorsque vous créez un site qui va cibler de nombreuses villes, au lieu de optimiser à la main chaque image, d'enregistrer vraiment le titre du fichier sur votre PC avec le nom de la ville, etc. Ce que vous faites, c'est que vous optimisez l'image pour le mot-clé générique, donc comme si vous cibliez la France en fait, sauf que vous modifiez simplement le titre d'image et l'attribut alt qui sera affiché sur votre site. Ça va vous permettre de vite travailler et de ne pas avoir d'utiliser les mêmes images, la même structure pour l'ensemble des pages ciblant chaque pile en fait. Ok, alors partie suivante, donc les liens internes. Donc là, on revient un petit peu sur ce qu'on s'est dit sur les silos tout au début de cette vidéo. L'objectif des liens internes, c'est de faire circuler le jus et d'augmenter la relation sémantique entre vos pages. Donc on va reprendre notre exemple de Plombier Paris. Donc catégorie 1, ça va être Plombier Paris. Ici, on va avoir recherche de fuite et ici, par exemple, chauffe-eau. De cette page, donc je viens de vous expliquer la structure d'une page avec les balises H. On va avoir par exemple un sous-paragraphe qui va parler de recherche de fuite. Et dans ce paragraphe, on va faire un lien qui va cibler recherche de fuite Paris et qui va cibler ici cette catégorie. C'est extrêmement important de respecter avec les liens internes la structure de votre silo. Là, vous voyez, lorsqu'on est à l'intérieur d'un silo, les liens ne restent à l'intérieur du silo. On ne sort du silo qu'à partir du moment où on est au niveau supérieur. Ça permet de conserver tout le jus en fait. Et pareil pour les articles de blog, c'est ce que je vous expliquais au début. Lorsque vous faites un article, au-delà de... votre article doit certes respecter la structure URL que je vous expliquais tout à l'heure, mais il doit aussi comporter un lien qui va renforcer le silo correspondant. Donc là, dans cet article, sur les tarifs ou les techniques pour rechercher une fuite, je vais mettre un lien vers la catégorie qui va parler de recherche de fuite à Paris. Donc, interlinking, ce qu'on appelle le lien interne, on appelle ça l'interlinking, permet de faire circuler le jus SEO et d'augmenter la pertinence sémantique globale. Ça, ok, on l'a déjà dit. Alors oui, très important, alors beaucoup de blabla là aussi, là-dessus. Vous pouvez utiliser des angles qui sont optimisés pour l'interlinking, et particulièrement entre les pages principales et les pages secondaires de votre site. Donc ça, il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez vraiment mettre le mot-clé précis pour faire ces liens-là. Sauf si vous créez un grand nombre de pages avec cet encre optimisé. Donc dans le cadre par exemple d'un site qui va cibler, je sais pas moi, 500 villes, si vous avez 500 liens qui pointent vers le même endroit avec la même encre, là c'est pas bon par contre. Vaut mieux utiliser une encre générique dans ce cas-là, comme cliquer ici, en savoir plus, etc. C'est également mauvais d'avoir une encre qui est ultra optimisée si vous avez un réseau de syndication qui est branché sur votre site. Donc un réseau de syndication, c'est quelque chose qui va prendre le contenu que vous publiez sur votre site et qui va le publier sur des sites sociaux et des web 2.0, etc. Pour ça, j'en parlerai dans une autre vidéo sur le off-page, plus en détail, mais gardez ça en tête. Si vous regardez l'autre vidéo juste après, vous comprendrez de quoi je parle. Et il faut absolument respecter la structure des silos, ça, on en a déjà parlé. Alors, les liens externes. Alors ça, c'est quelque chose qui est tellement négligé aujourd'hui, j'en vois rarement, surtout sur des sites locaux, alors que c'est extrêmement puissant. La première raison à ça, c'est que Google n'aime pas les cul-de-sac. Donc, le fait d'avoir des liens qui sortent de votre site, ça permet à Google de continuer à circuler et voilà. Et en fait, ça augmente votre score auprès de l'algorithme de faire ce genre de pratique. Il faut faire des liens vers des sites d'autorité dans votre niche. Donc attention bien sûr à ne pas faire de lien vers vos concurrents, mais il faut absolument cibler des sites d'autorité ou qui sont en rapport vraiment direct avec votre niche pour
encore une fois, renforcer la relation sémantique entre votre page et la cible du lien qui est sur votre page. En fait, cette technique, elle permet d'aspirer l'autorité de ces sites et d'augmenter ce qu'on appelle le trust rank de la page. Donc ça, je ne vais pas m'attarder sur le trust rank. Encore une fois, j'en parlerai plus dans la seconde vidéo sur le off-page. Mais ça permet vraiment d'aspirer une partie de l'autorité de ces pages. Lorsque vous faites un lien vers Wikipédia, vous aspirez une partie de, de ce qu'on appelle le trust, de la confiance en fait de ce site. C'est une... Le trust et la confiance en site, c'est quelque chose qui a à double sens en fait. J'en reparlerai plus tard. Ça permet aussi d'ajouter de la géolocalisation. Donc par exemple, notre ami Bob le plombier, il ferait bien de faire une page vers Paris. Parce que une page qui parle de Paris avec un lien qui pointe vers les villes de Paris, aux yeux de Google, rien que le fait de faire ça, ça va renforcer la relation sémantique de votre page par rapport à Paris. Alors follow ou no follow pour les liens sortants, les liens externes, peu importe honnêtement. Si vous y accordez de l'importance, vous mettez tout en no follow, on s'embête pas avec ça. Honnêtement, moi ça dépend les sites. Certains sont tous en do follow, d'autres en no follow. Petite astuce pour ceux qui utilisent WordPress, vous installez un plugin qui s'appelle WP External Links et ça va passer automatiquement tous vos liens sortants en no follow. Donc c'est très pratique. Alors, on arrive aux données structurées. Alors là, on peut commencer à faire des choses assez sympathiques avec tout ça. Alors, les données structurées, c'est le web 3.0. C'est le web sémantique, comme on l'appelle. C'est en fait un web qui est constitué d'entités sémantiques et non plus de liens entre eux. C'est un langage qui est utilisé uniquement pour les robots, pour leur aider à comprendre en fait l'univers sémantique de votre page et de votre site. Alors j'ai une préférence vraiment personnelle pour le langage JSON LD, parce qu'en fait ce langage permet de ne pas avoir d'interférence avec le CSS de votre page, parce qu'en fait il y a plusieurs façons d'introduire des données structurées sur un site web. On peut soit rajouter du code aux balises déjà existantes, enfin voilà, à votre code HTML, ou alors on peut utiliser le JSON-LD qui en gros c'est un code qui s'intègre dans la section head de votre site web. Donc c'est vraiment totalement invisible à l'œil nu. Le JSON-LD c'est extrêmement important parce que ça aide à créer une identité à votre site, à lui donner une vraie image. Aux yeux des moteurs de recherche, j'entends. Et de notre ami Google bien sûr. Également, l'autre avantage du JSON-LD, c'est que on peut injecter ce code dans des iframes ou des images, etc., etc. On peut l'injecter dans pas mal d'endroits. Je ne vais pas détailler parce que là, on rentre dans des choses un peu plus complexes et c'est des choses que je ne tiens pas à enseigner publiquement là, dans cette vidéo. Encore une fois, je vous invite à vous inscrire sur ma newsletter et sur la page Facebook pour être tenu au courant si je partage ce genre d'informations. Mais c'est une technique qui est vraiment extrêmement puissante. Alors pour créer le code JSON-LD à insérer sur votre site web, vous tapez JSON-LD Generator sur Google. Il y a pas mal de sites qui vous permettent de vous assister justement pour le créer, c'est assez facile. Alors les éléments principaux qui sont contenus dans JSON-LD, vous avez la catégorie de business de votre site. Est-ce que c'est un plombier, est-ce que c'est un couvreur, est-ce que c'est un avocat, un dentiste, etc. Ou simplement un site e-commerce. Enfin, il y a énormément de catégories disponibles. Vous pouvez indiquer le nom du site, l'URL du site, l'adresse physique de votre entreprise, l'email donc de contact, de support client, une description, encore une fois, mot-clé, les horaires d'ouverture, les avis, donc avec des notes, on peut afficher des petites étoiles dans les résultats de recherche grâce à ce JSON-LD. Donc autant vous dire que c'est assez puissant, notamment pour augmenter le taux de clic. On peut indiquer à Google en fait la présence de nos profils sur les réseaux sociaux. Donc c'est l'attribut same as. Et on peut vraiment lister l'ensemble. Voilà, si vous avez 15 profils sur les réseaux sociaux, et ce sera le cas une fois que vous aurez vu la seconde vidéo sur le off-page concernant les réseaux de syndication.
On les indique tous en fait dans cet attribut same as, et ça permet justement de créer cette entité web euh, grâce à ces données structurées. On peut indiquer les coordonnées géolocalisées, donc les coordonnées GPS avec latitude, longitude. On peut structurer la vidéo, des vidéos, pour indiquer à Google voilà, de quoi parle cette vidéo, etc., etc. On peut mettre les prix, les stocks, enfin, il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut indiquer avec ces données structurées. Ça fait partie de l'avenir. On est déjà dans le web sémantique en 2016, au moment où je fais cette vidéo. Euh, et cette tendance va augmenter au fur et à mesure. Et c'est d'ailleurs un des seuls moyens pour Google de sortir de cette, de cette emprise qu'a les liens sur l'algorithme actuel, enfin tout ce qui est backlink et off-page. C'est le web sémantique. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. C'est facile à mettre en place. Je vous recommande vraiment à tous de mettre ça en place sur votre site web. On arrive sur la dernière partie de cette vidéo, ce qui touche au iframe et au RSS, au flux RSS. Alors, avant de parler de ça, les iframes, ils sont considérés par Google comme des liens dofollow. Donc par exemple, si vous vous souvenez ce que je viens de dire avant sur les liens externes, les liens sortants, on peut faire des liens grâce au iframe vers des sites d'autorité. Par exemple, un site d'autorité que tout le monde connaît, c'est YouTube. Donc lorsque vous intégrez, quand vous mettez une vidéo embed sur une vidéo YouTube embed sur votre site web, c'est un iframe. C'est le plus simple et le plus connu de toute façon, mais il y en a beaucoup d'autres. On peut mettre des PDF en iframe, des slides, donc, type PowerPoint, etc. Des maps, des cartes, Google Maps, et du social media. On peut avoir des flux des réseaux sociaux sous forme d'iframe sur un site web. Également, une très bonne tactique, c'est d'intégrer un flux d'actualité sous forme de RSS, en fait, pour garder votre contenu toujours en évolution. Je m'explique. En fait, supposons que cette slide soit une page. À la place du logo local company, on aurait, donc ce sera une colonne, on aurait ici un encadré avec les 5 derniers articles d'un flux RSS, par exemple de Google News ou voilà, d'un site connu qui parle de la thématique de votre site. Et en fait, ça permet automatiquement, sans avoir à rien toucher, de garder votre page avec du contenu frais. Parce qu'à chaque fois que le robot Google va venir crawler votre page, dans cet encadré de flux RSS, il y aura un nouveau contenu avec un nouveau lien sortant. Donc ça garde, c'est ce qu'on appelle le freshness factor, qui est un critère de positionnement pour Google. Ça le garde en constante évolution, et ce même pour vos pages statiques. Donc c'est très puissant, c'est facile à mettre en place, et voilà. Donc, je ne donne pas plus de détails là-dessus, mais je vous recommande vraiment de mettre ça en place. Alors mon combo gagnant personnel, ce que j'utilise sur l'intégralité quasiment de mes sites qui ont une vocation locale, une vidéo YouTube qui est optimisée généralement pour, alors ça dépend quel projet, mais soit pour une ville, soit pour une région, soit pour la France en entier. Une carte Google Maps qui par contre elle va être spécifiquement dédiée à la ville la ville que vous ciblez avec cette page. Un flux RSS avec Google News en mettant vos mots-clés bien sûr dans la recherche du RSS. Et un flux d'actualité social media comme Twitter ou Pinterest. Une fois que vous avez ça en place, déjà ça augmente la richesse de votre page. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais ça augmente encore plus la richesse de votre page. Et ça permet qu'elle soit à jour constamment. Elle est constamment en lien avec les derniers contenus qui sont publiés. Et comme Google lui aussi a conscience des derniers contenus qui sont publiés, ça lui permet ça lui fait croire en fait que votre site est constamment mis à jour, et ça active ce qu'on appelle le freshness factor de l'algorithme. Très très puissant comme technique. Ok, bon bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était pas trop long pour vous. J'ai essayé d'être le plus court possible sans entrer trop dans les détails. Alors il faut savoir qu'une fois que vous aurez mis tout ça en place, vous avez fait 5% du travail du référencement.
C'est vraiment le on-page, c'est les fondations de votre maison. Et pour maintenant, il faut construire les murs, il faut construire le toit, voilà, décorer votre maison, etc. C'est là-dessus qu'intervient le off-page, tout ce qui touche au netlinking, à la création de liens qui vont pointer vers votre site et qui reste aujourd'hui le critère numéro un pour se positionner sur Google. Par contre, il est évident que si votre on-page n'est pas suffisamment bien optimisé, c'est beaucoup plus difficile de se positionner. Il va falloir beaucoup plus de liens et beaucoup plus d'efforts pour y arriver. Alors que si votre on-page est parfaitement optimisé, hein, c'est vraiment voilà, de l'orfèvrerie, vous aurez beaucoup plus de facilité à vous positionner avec le travail d'off-page qu'on va mettre en place et que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai répondu à pas mal de questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions, vous avez besoin de détails sur telle ou telle partie, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Encore une fois, surtout inscrivez-vous à ma newsletter et sur la page Facebook de Local Company où je partagerai avec vous justement les astuces, des détails sur telle ou telle partie et pour vous tenir informé de tous les prochains contenus que je sortirai. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le référencement.